Très bien. Donc, comment on passe, s'il vous plaît? Hein? Le pointeur. D'accord. D'accord, très bien. Voilà donc, j'ai mis déjà ce terme validation, puisqu'on m'a demandé de faire le thème validation. C'est quoi validation? C'est quoi ce terme validation? Il faut le comprendre. Et donc là, c'est bien mis, c'est-à-dire c'est le fait de valider ou d'être validé. Donc c'est pas une signature. Et là, je l'ai mis en bas. C'est différent de la signature. Tout à fait différent. La signature, c'est comme ce que j'ai mis en bas. C'est une marque permettant d'identifier l'auteur qui a du document. Mais par contre, la validation, c'est plutôt la confirmation par l'autorité compétente de la régularité de l'acte. Donc, quelqu'un arrive chez moi et me dit « signez-moi ce bilan ». Mais je ne signe pas. Je dois le valider, je dois le regarder, je dois prendre mon temps pour le valider. Et là, comme vous voyez, il y a plein de synonymes. Homologation, confirmation, légitimation, authentification, mettre un visa, consécration. Donc, ce terme validation, il a un grand poids. Croyez-moi, et ceci, je le dis aux jeunes biologistes qui sont avec nous et aux jeunes résidents, c'est pas signé. C'est-à-dire votre responsabilité est engagée quand vous avez imposé votre signature à la fin, après la validation. Donc, faites attention, ce mot validation, c'est un mot juridique, vraiment, qui engage notre responsabilité. Et donc là, c'est un petit schéma que j'adore, où il y a les 3 phases. Donc Fatem Zahra Gourari a bien fait le travail, il m'a facilité la tâche. Et donc il y a les 3 phases depuis la prescription, c'est le médecin qui l'a fait, le prélèvement, donc c'est l'étape préanalytique avec la réception, identification, étiquetage et tout, on en a parlé. Puis l'étape analytique. Et donc là, je remonte avec le Sadat un peu vers les années 90 quand on avait commencé on est vieux maintenant, c'est-à-dire quand on avait commencé la biologie, on n'avait pas de contrôle de qualité parce qu'on travaillait à 90% pas au manuel. C'était des tests manuels. On faisait tout en manuel. Et malheureusement, c'est-à-dire la première présentation n'a pas été faite, c'est-à-dire comment on est passé du manuel à l'automatisation. Donc maintenant, les choses sont plus simples. Je peux le dire. Avant, on rendait un résultat, après le clinicien vous dit que ça ne marche pas. Ce n'est pas concordant. Je ne peux pas me défendre. Mais maintenant, quand vous avez passé vos contrôles de qualité, vous avez respecté la phase préanalytique, je peux lui dire, on peut le refaire et dans n'importe quel laboratoire et ce sera mon résultat qui sera juste. Car parfois, il confronte avec un autre résultat, peut-être avec quelqu'un qui n'a pas fait ses contrôles de qualité. Et ça nous est arrivé avant. Donc, quand j'ai fait mes contrôles de qualité, j'ai respecté la phase préanalytique, je peux être sûr que mon résultat est correct et donc je peux passer. Et donc, bien sûr, arrive après la phase post-analytique et c'est sur elle que je vais insister. Et donc là, c'est un petit schéma pour résumer un peu les 3 phases, pour dire que la phase préanalytique, la phase analytique, c'est-à-dire les deux sont validés par le technicien. C'est-à-dire moi, quand j'arrive le matin, en tant que chef de service ou en tant que biologiste, je dois faire attention à est-ce que le technicien, comme il a dit, est-ce qu'il est déjà consciencieux? Car on est tous consciencieux, je n'insulte personne, mais il faut quand même qu'on s'entraide. Je dois venir lui dire où sont les contrôles de qualité. Est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'ils sont corrects? Comme il a parlé des déviations, est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est-à-dire parfois on peut passer sur des choses, c'est-à-dire il y a des techniciens qui ne sont pas bien formés, donc il arrive le matin, il reconstitue les réactifs parfois, il les met dans l'automate, aucun contrôle, et donc c'est un gaspillage. Après, il y a une stabilisation à l'intérieur de l'automate et les résultats sont corrects. Donc là, c'est une formation continue chaque jour. Et donc les 2 premières étapes, c'est le technicien. C'est-à-dire le technicien, après la réception, comme il l'a bien expliqué,
il va vérifier les causes de rejet. Les causes de rejet, c'est au niveau du technicien. Depuis, est-ce qu'il y a une fiche de prescription? Qu'est-ce qui est demandé? Le nom, le prénom, l'âge, le sexe, tout. Bien sûr, après, il va prendre le tube. Est-ce qu'il n'y a pas un caillot, un micro-caillot? Est-ce qu'il n'y a pas d'agglutinine froide? On va voir. Est-ce qu'il n'est pas lipimique? C'est-à-dire le malade a mangé un bon repas le matin, après il fait le prélèvement, après nous aurons un prélèvement chileux. Ou est-ce qu'il n'y a pas un grand ictère, c'est-à-dire un ictère ou une hémolyse qui vont interférer avec les mesures. Donc, ces causes de rejet, c'est à la dernière étape de la phase préanalytique, et c'est le technicien qui en est responsable. Croyez-moi. En plus, c'est-à-dire, s'il passe avec des micro-cailloux, ça va boucher l'automate. Et c'est l'intervention, et il faut attendre le shutdown et tout refaire. Vraiment, donc, le travail du technicien, moi, je dis, c'est 90% du laboratoire. Si on a de bons techniciens, et vous êtes là, on a un plaisir de travailler avec vous, et croyez qu'on vous respecte. On vous respecte. C'est-à-dire, un bon technicien qui fait un bon travail, moi, derrière, je suis vraiment protégé aussi, puisque c'est le biologiste qui va signer après, bien que maintenant, c'est-à-dire, quand il valide techniquement sur les automates, son nom est gardé sur le SIL, c'est-à-dire système informatique du laboratoire. À la fin arrive la phase post-analytique, c'est la validation biologique, et donc là, on va voir un peu en quoi consiste cette validation biologique. Et là, je reviens vers ce petit schéma que j'adore. C'est-à-dire, il y a un discours entre le biologiste et le clinicien, entre le biologiste et le médecin traitant. C'est-à-dire, c'est des va-et-vient. Mais au milieu, qui est au milieu? C'est le malade. Nous, on est là pour rendre service au malade. Ne l'oubliez jamais. On rend service au malade. Donc, la première étape vient du médecin. C'est l'indication du bilan. C'est-à-dire, le médecin, il examine le malade, il l'interroge, il voit un peu son état, ses antériorités. Mais souvent, il n'a pas un diagnostic. Vous savez, on n'est pas comme les voitures, on enlève le capot et on voit ce qu'il y a dedans. Souvent, c'est fermé, j'ai des douleurs ici. Il y a 10 étiologies de douleurs dans l'hypocondre droit. Donc, il me faut des radios, il me faut des bilans pour m'aider à trouver l'étiologie, à chercher la cause. Et donc, quand il suspecte une pathologie, il va demander des bilans. Ça part vers le biologiste, vers les laboratoires. Et donc, nous, notre rôle, c'est la deuxième étape, c'est la réalisation de ce test. Ensuite, c'est l'interprétation, bien sûr, la confrontation avec la clinique et le traitement. C'est ça la validation, la confrontation avec la clinique et le traitement. Ensuite, proposer peut-être des examens complémentaires, faire un frottis, faire une myeloperoxydase, faire un PERLS, demander un myelogramme au service. Donc, on n'est pas là juste pour signer et envoyer. Non. Il y a tout un travail à faire. Et bien sûr, parfois, on a des limites. Il faut les dire. C'est-à-dire, mes automates ont des limites. Mes techniques ont des limites. Il faut le leur dire et peut-être envoyer ailleurs s'ils ont des moyens plus performants. À la fin, je valide et ça revient vers le médecin. Et donc, pour lui, avec la clinique, avec les bilans qu'il a reçus, la radio, il va émettre un diagnostic pour le malade, puisqu'on travaille toujours pour le malade. Il va émettre un diagnostic et proposer des thérapeutiques. Et notre rôle ne s'arrête pas là, puisque nous allons intervenir aussi dans la surveillance, puisqu'on est en hématologie cellulaire. Par exemple, une anémie, on la diagnostique, le clinicien, il va voir la pâleur, les palpitations, je ne sais pas, les vertiges. Il va demander une numération. J'ai une hémoglobine basse. Je lui rends le résultat. Il va donner un traitement. Il doit contrôler après est-ce que l'anémie a été corrigée. Et donc, c'est notre rôle à nouveau. Donc, vous voyez qu'il y a un discours. Il y a un passage d'information. Il y a des ponts entre nous. Vraiment, et il faut les garder.
Et moi, j'aimerais bien ajouter sur la fiche de prescription le nom du médecin et le numéro de téléphone. Car au niveau des services de l'hôpital, on a les services, c'est-à-dire on appelle, mais c'est-à-dire quand les prélèvements arrivent de l'extérieur, quand nous n'avons pas un numéro de téléphone, on est coincé. Donc, avoir un numéro de téléphone, et bien sûr, il faut que nous mettions nos téléphones aussi sur les résultats. Donc, j'arrive un peu au thème d'hématologie cellulaire. Donc, vous savez qu'est-ce qu'on va faire de l'hématologie cellulaire? C'est-à-dire, nous allons étudier les éléments figurés du sang. Donc, comment est-ce qu'on les obtient? C'est l'hématopoïèse. Donc, il faut quand même qu'on ait une petite idée sur l'hématopoïèse. Vous savez bien, s'il vous plaît, la fléchette, c'est comment? La fléchette, explique la fléchette. Hop, fais une regard. S'il vous plaît. Ça va, c'est bon. Donc, la cellule souche, elle est tout en haut. Donc, c'est la cellule miraculeuse qui va donner toutes les cellules du sang. Et donc, vous en avez sûrement entendu parler. La cellule souche, c'est à la source de beaucoup de traitements maintenant. C'est à la source de toutes les thérapeutiques modernes. C'est-à-dire, c'est une cellule, comme j'ai dit, magique. Elle est neutre. Donc, mais il peut donner toutes les cellules. C'est ce qu'on appelle la totipotence. Il peut s'auto-renouveler à l'identique pour garder le stock de cellules souches. Mais aussi, il peut s'engager et se différencier quand il reçoit des ordres. C'est un peu comme ça. C'est des ordres qu'il reçoit. C'est des cytokines, c'est des facteurs de croissance. Et donc là, il va s'engager soit vers le côté myéloïde, soit vers le côté lymphoïde. On aura ce qu'on appelle les progéniteurs qui vont évoluer pour donner les précurseurs. Et à la fin, nous aurons les cellules matures à la fin qu'on va avoir sur la numération formule sanguine. Donc, c'est comme ça qu'on obtient ces cellules. Il y a tout un parcours. Et là, c'est-à-dire pour les pathologies, c'est important puisque dans les leucémies aiguës, il y a des blocages. Et même au niveau du sang périphérique, on n'a pas que les cellules matures. On aura parfois des cellules jeunes, des blastes ou une myélémie ou autre. Voilà. Pardon. Et donc là, c'est un tableau résumé depuis la cellule souche vers toutes les cellules matures. Et j'ai mis hémogramme en bas, c'est l'étude des cellules figurées du sang. Étude des cellules, pas matures. Matures, car parfois il y a sortie des cellules jeunes. Donc là, c'est pourquoi, c'est-à-dire pour la validation technique, je ne sais pas en France comment elle a dit, c'est-à-dire mon ami, c'est-à-dire c'est le technicien qui lisait le frottis. Le frottis normal, c'est-à-dire il met la lame. Si tout va bien, c'est-à-dire il n'y a que les cellules matures, il n'y a pas de problème, il valide. Par contre, s'il voit qu'il y a des choses anormales, il va appeler le médecin et passer la main au biologiste. Donc, c'est l'étude des cellules figurées du sang et non pas uniquement des cellules matures. Donc, quelles sont les indications de l'hémogramme? C'est-à-dire, pourquoi on fait cet hémogramme? C'est-à-dire, on ne va pas le faire uniquement pour le plaisir. C'est qu'il y a des indications. Et donc là, c'est les indications chez le malade. Le malade va présenter des signes cliniques qui vont pousser le médecin traitant à demander l'hémogramme. Et quels sont les éléments qu'on trouve dans le sang? C'est des cellules blanches pour la protection de notre corps immunitaire. Ce sont les globules rouges avec surtout l'hémoglobine à l'intérieur pour faire passer l'oxygène du poumon vers les tissus et le retour du CO2 pour le rejet. Et enfin, les plaquettes. Donc, en cas de problème au niveau de ces trois constituants, on aura des signes cliniques. Et donc, notamment, un syndrome infectieux. Un syndrome infectieux, c'est-à-dire le patient, il n'est plus bien protégé contre les infections. Donc là, pour les syndromes infectieux, on aura deux réactions. Soit le malade répond correctement et donc il y aura une augmentation des cellules. On aura par exemple quelqu'un qui a une pneumonie, une diarrhée, il aura une augmentation des polynucléonotrophiles. Il aura peut-être une augmentation des lymphocytes pour le protéger. Mais parfois, c'est le contraire. En cas d'envahissement par une leucémie,
on aura des cytopénies. Donc, c'est un syndrome infectieux doit nous faire penser à ça. Deuxièmement, c'est le syndrome anémique, c'est-à-dire chez le malade se présente chez le clinicien, monsieur, j'ai une pâleur, il ne va pas lui dire j'ai une anémie. Il va venir dire je me sens trop fatigué, je me lève, j'ai des vertiges. À chaque fois que je monte au premier étage, mon cœur bat très fort. Ce sont les signes rapportés. Le malade n'apporte pas un diagnostic. Il vous apporte des signes cliniques. Et donc, ce sera l'indication de demander une numération. La troisième, ce sont les syndromes hémorragiques cutanéo-muqueux. Donc, cela se traduit comment? C'est-à-dire, le patient arrive chez vous pour vous dire, j'ai des placards de sang, des placards bleuâtres, j'ai des pétichis, c'est-à-dire c'est des petits points rouges partout sur le corps, ou muqueux, c'est-à-dire j'ai des épistaxis, j'ai des hémoptysies, j'ai de l'hématurie, pour les femmes, c'est les ménorrhagies, les métrorragies. Et donc, c'est un signe comme quoi il y a un problème au niveau des plaquettes, au niveau de l'hémostase primaire. Et ça sera l'indication de l'hémogramme. C'est pourquoi on va demander un hémogramme. Voilà. L'hémogramme. Alors, c'est quoi cet hémogramme? Donc, Fatem Zahra, on en a parlé. C'est-à-dire, l'indication va être faite, la prescription sur une fiche de prescription, avec nom, prénom, sexe, âge, et surtout aussi les signes cliniques et les traitements que le patient prend. Pourquoi les traitements sont importants? Parfois, le patient arrive avec une pancytopénie. Toutes les cellules sont basses, tous les paramètres sont bas. On s'alarme, on pose la question, le clinicien nous dit il est sous chimiothérapie. Mais pourquoi ça? Donc, il faut mettre tous les renseignements cliniques et thérapeutiques. Donc, l'hémogramme, il comprend 2 éléments importants à ne pas oublier. C'est la numération, car souvent les gens confondent l'hémogramme à la numération. Pour eux, c'est juste la numération formule sanguine. Non, l'hémogramme, c'est numération formule sanguine plus frottis sanguin. C'est ça l'hémogramme. Quand je dis hémogramme, c'est numération formule sanguine plus frottis sanguin. Numération, c'est nombre. Ça vient déjà énumérer. Donc, numération, c'est juste des chiffres. Mais après, le frottis, c'est le biologiste, c'est le clinicien. On va interférer pour voir la morphologie, la qualité de ces cellules. Donc, quel est l'objectif de la validation biologique? Donc, bien sûr, il faut déjà connaître les valeurs normales. Si on ne connaît pas les valeurs normales, si on ne connaît pas ce qui existe déjà physiologiquement, on ne peut pas interpréter le pathologie. Et donc, connaître les valeurs normales données par la numération formule sanguine. C'est la première étape. La deuxième, c'est savoir décrire la morphologie des cellules sanguines sur le frottis. Et c'est ce que j'apprends aux résidents, aux jeunes techniciens. Mettez un petit calepin dans votre poche avec la description des cellules. Comme la police, ils vont vous dire décrivez-moi. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les cellules. Il faut les décrire une à une. Et donc il faut connaître cette description. Et la troisième, c'est savoir confronter ces données au contexte clinique et épidémiologique et thérapeutique. C'est ça la validation. Donc, savoir confronter toutes ces données au contexte clinique, épidémiologique et thérapeutique. Donc, et pouvoir demander des bilans supplémentaires quand c'est nécessaire. Donc là, c'est un exemple de numération qu'on reçoit de l'automate, c'est-à-dire que le technicien voit. Je l'ai pris sur le tableau, mais c'est vrai, le résultat qu'on va rendre sera différent. C'est-à-dire on aura tous les mots, hémoglobine, neutrophile et tout, mais là, c'est ce qu'on va voir sur le tableau de l'automate. Donc, il faut savoir déchiffrer tous ces indices, tous ces éléments, tous ces chiffres. Il faut connaître. Donc, on commence par la numération. Comme j'ai dit, numération, c'est chiffres. Numération. Donc, c'est des chiffres. Donc là, on va énumérer les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Donc, l'automate va nous donner, voilà, le chiffre global des blancs, le chiffre global des rouges, le chiffre global des plaquettes. Voilà. Mais après, pour chaque lignée, il y a des éléments. Et notamment, la formule, c'est-à-dire l'automate va donner pour les blancs une formule sanguine,
Et donc, lui, il va vous donner le chiffre de polynucléaire neutrophile, éosinophile, basophile, monocyte et lymphocyte. Donc, pour chaque lignée, il y a des chiffres, des éléments qui vont venir. Pour la lignée érythrocytaire, c'est-à-dire les rouges, l'automate va vous donner, c'est-à-dire ces constantes, l'hémoglobine, l'hématocrite, le VGM, la CCMH, la TCMH et l'indice de distribution. Et enfin, pour les plaquettes, les deux paramètres les principaux, c'est le volume plaquettaire moyen et l'indice de distribution aussi. Tout ça, c'est-à-dire vous aurez plein de chiffres sur votre écran. Et donc là, il faut savoir déchiffrer un peu tout ça. Et ne jamais oublier de ne pas regarder les scatégrammes. Ces scatégrammes, c'est pas un jouet ou c'est pas des photos qu'on veut juste vous mettre sur l'écran. Eh ben, il faut quand même les regarder et savoir de quoi il s'agit. Et donc là, j'ai mis, c'est-à-dire là où il y a le blanc, par exemple, c'est le champ des monocytes. Il y a un champ pour les lymphocytes normaux, un champ pour les neutrophiles et basophiles. Et enfin, les gosses, c'est-à-dire c'est les cellules un peu détruites que l'automate ne reconnaît pas. Mais bien sûr, là où il y a les ronds rouges, c'est quand l'automate reconnaît des populations un peu différentes à ce qu'on sait, à ce qui est normal, qui était le blanc. Comme j'ai dit, les blancs, c'est monocytes, lymphocytes, neutrophile, baso et éosinophile. Mais quand le patient, c'est-à-dire l'automate parfois va reconnaître atypique lymphocyte, c'est-à-dire il va reconnaître des lymphocytes atypiques. Donc, il va vous mettre dans ce rang, quand vous voyez ça, vous dites qu'il y a des lymphocytes atypiques. Parfois, IG, c'est immature granulocytes, c'est-à-dire c'est des granulocytes immatures. Parfois même des blastes. Il y a un champ où vous allez voir des blastes. Ou voir, par exemple, d'autres champs qui ne doivent pas être là. C'est-à-dire, normalement, le technicien, il doit connaître là où sont situés les lymphocytes, les monocytes, les éosinophiles basaux. Et quand il voit qu'il y a des cellules dans un autre champ, il doit se dire déjà, d'après le scatégramme, qu'il y a un problème. C'est pas ce que je vois chaque jour, il y a un souci. Donc, il faut savoir regarder régulièrement ces scatégrammes. Et ils apportent beaucoup d'indications. Et pour la cytométrie en flux, pour les gens qui l'ont pratiqué, il est basé sur ça. C'est-à-dire, on va aller chercher la population anormale pour l'identifier grâce à des marqueurs qu'on appelle les clusters de différenciation, les CD. Voilà, donc après la numération, bien sûr, arrive le frottis sanguin. Et donc, le frottis sanguin, c'est-à-dire, normalement, je ne sais pas, c'est-à-dire, le demander automatiquement, ça devient quand même un peu de gaspillage. Quand tout est normal, pourquoi demander un frottis sanguin? Mais parfois, il faut le faire, et donc il y a des critères, d'après moi, c'est-à-dire, déjà s'il est demandé par le clinicien, il faut le faire. Même si vous voyez une numération normale, il est demandé, je le fais. Il l'a demandé car il a des choses derrière. Il suspecte déjà quelque chose. Donc, puisqu'il l'a demandé, il faut le faire. En plus, le patient l'a déjà payé, il faut le faire. La deuxième indication, c'est anomalie quantitative. Normalement, les blancs doivent être entre 4 000 et 10 000. Si vous avez 200 000 blancs, qu'est-ce qu'il faut attendre pour faire un frottis? Donc, quand vous avez c'est-à-dire une thrombopénie à 5 000, il faut le faire. Donc, quand on a une anomalie au niveau des chiffres, déjà, il y a des chiffres normaux qu'on connaît. Quand ils sont trop hauts ou trop bas, il faut demander un frottis pour aller voir ce qui se passe. Troisièmement, c'est alarme donnée par l'automate. Et c'était une remarque qui a été déjà soulevée. Les automates, maintenant, ils sont de plus en plus intelligents. Et hier, j'ai entendu une anecdote aux États-Unis, à la Chine, ils ont mis un ordinateur comme directeur d'une société. Ça sera plus une personne qui est directeur d'une société, ça sera un ordinateur et c'est à lui. Donc maintenant, même avec nos automates, ils sont de plus en plus intelligents et donc quand ils voient des choses anormales, ils vont vous mettre des alarmes. Même si vous n'avez pas bien dormi la nuit, donc il va vous mettre alarme blast, alarme thrombopénie, alarme cellule anormale, alarme. Donc quand vous voyez ces alarmes, il faut aller faire le frottis. Puisque je dis, pour la validation technique, c'est vous qui la faites et c'est vous qui allez demander ce frottis, si l'automate n'est pas déjà un peu, c'est-à-dire on a mis des critères pour la demande.
Voilà donc les renseignements. Donc là, ça sera l'analyse qualitative. Donc, il y a le chiffre. Par exemple, je dis le chiffre, j'ai 200 personnes dans la salle, c'est un chiffre. Mais après la qualité, je vais dire, il y a tant de femmes, tant d'hommes, tant de biologistes, tant de techniciens, tant d'aides-soignants. Donc là, c'est le qualitatif. Donc, le frottis, c'est la qualité. Et quels sont les renseignements qu'il va apporter? C'est la forme. Déjà, la forme des cellules, est-ce qu'il est normal, anormal? La taille. La taille des cellules, vous savez, c'est-à-dire comme chez nous, quand on est obèse, on est anormaux. Trop maigre, on est anormaux. Donc, c'est la taille. Il y a aussi la coloration. Est-ce que les cellules ont la coloration normale qu'on connaît? Donc, quand cette coloration change, soit il y a des inclusions, soit ils sont plus basophiles, moins basophiles. Donc, c'est des signes d'anormalité. Et enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'inclusion supplémentaire dans la cellule? Donc, tous ces éléments vont être apportés par le frottis sanguin. Donc, les méthodes, malheureusement, j'ai des méthodes manuelles et je les sautais rapidement. Et puis, c'est-à-dire avant les années 2000 au Maroc, je parle du moins au Maroc, avant les années 2000, il n'y avait que le manuel. Et donc là, les techniciens labouraient, c'était du labo. Avec, c'est-à-dire l'hémostase, il est en train de tripoter et voir est-ce qu'il y a le caillot sur la numération. Je me rappelais, c'est-à-dire quand on a été tous au Kosovo, c'est-à-dire une mission en 2000, les automates, on ne pouvait pas les emmener là-bas car on ne pouvait pas avoir les réactifs, la maintenance et tout. Et donc, on nous a demandé de faire tout au manuel. Et la numération, c'était 5 paramètres catastrophiques. Déjà, énumérer à la cellule les blancs, les plaquettes, les rouges. Ensuite, centrifuger pour avoir l'hématocrite. Ensuite, aller sur la spectre pour l'hémoglobine. Ensuite, et à la fin, faire le frottis. Donc, vous voyez, une numération, ça nous prenait énormément de temps. Et je ne sais pas, j'avais Moumne avec moi, je sais qu'il est au CHU maintenant. Donc, c'était un labeur. Maintenant, heureusement, il y a cette automatisation qui nous a facilité la tâche. Et j'ai dit pourquoi? Elle est plus rapide et précise. C'est-à-dire l'automate, s'il est bien entretenu, s'il est bien maintenu, si tout va bien, il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'état d'âme, il n'est pas triste, il n'est pas heureux. Donc, il est là, il fait son boulot. Contrairement à l'être humain, il est plus intelligent pour le qualitatif, mais pour le travail régulier et répétitif, parfois, il commet des erreurs. Donc, il permet la numération simultanée des globules rouges, blancs, plaquettes. Il va vous donner les chiffres d'hémoglobine. Et même actuellement, c'est les réticules. Les réticules, il y a 5-6 ans, c'était au manuel. Maintenant, il y a des automates qui donnent ces réticules aussi. Donc, pourquoi les automates nous ont facilité énormément la tâche. Donc, étude des populations donc érythrocytaires, on va reprendre un peu lignée par lignée. Pour la lignée érythrocytaire, donc là, c'est un schéma de l'érythropoïèse. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur la numération? La première chose, c'est on va voir le nombre de globules rouges ou d'érythrocytes. Donc là, faites attention, les chiffres sont variables entre hommes, femmes, entre nourrissons, bébés, grands enfants, adultes, sujets âgés, on ne va pas dire vieux pour ne pas agresser les gens, nous-mêmes. Donc, les valeurs, ils doivent être programmées sur l'automate. C'est-à-dire, après, c'est vrai, les médecins, nous, les biologistes, on ne les connaît pas à cœur. Mais les cliniciens, souvent, ils ont oublié ces valeurs de référence. Donc, il faut leur mettre des valeurs de référence correspondant à l'âge du patient. C'est très important. C'est-à-dire que si je mets les valeurs normales d'un adulte pour un bébé, ils sont toutes erronées. Il va dire tout est anormal. Donc, puisque les valeurs sont différentes. Bien sûr, il y aura le taux d'hémoglobine. Et là, le taux d'hémoglobine, il est primordial, puisque, comme je le dis toujours, le nombre de globules rouges, il peut être augmenté, mais il ne s'agit que de sacs vides. C'est-à-dire, je peux avoir 5 millions de globules rouges où il y a très peu d'hémoglobine dedans. Donc, ça ne sert à rien c'est-à-dire d'interpréter sur le nombre de globules rouges. Donc, l'interprétation pour les anémies, pour tout ce qui concerne la ligne rouge, c'est sur le taux d'hémoglobine. Puisque c'est, comme je le dis pour les résidents, ils sont là devant moi, c'est-à-dire je peux avoir 100 sacs
de farine. On me dit, je t'offre 100 sacs de farine. Je suis content, mais qui contiennent 1 kilo. C'est une catastrophe. Mais ils peuvent m'offrir 5 sacs de 100 kilos et je suis à 500 kilos. Donc, le nombre de sacs n'est pas important. C'est ce que contiennent les sacs. Et donc, les globules rouges, c'est des sacs. Mais ce qui est important, c'est le nombre, c'est le chiffre d'hémoglobine qu'ils contiennent. Et c'est pourquoi on parle de teneur corpusculaire en hémoglobine ou de la concentration corpusculaire en hémoglobine. Donc là, après, on aura des constantes qu'il faut mettre, et notamment le volume globulaire moyen, l'indice de distribution des rouges et les réticulocytes. Et donc là, je m'arrête aussi pour les réticulocytes. C'est-à-dire, ils ont une valeur entre 20 et 80 000. Chez nous, c'est-à-dire entre nous, si on fait les rétiques, c'est pour la valeur physiologique, c'est des valeurs, puisque notre corps fabrique régulièrement des globules rouges, donc on aura des rétiques qui sortent, et donc on aura une valeur entre 20 000 et 80 000. Donc en cas d'anémie, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Pour les données calculées, c'est-à-dire c'est l'hématocrite, c'est le VGM fois le nombre de globules rouges. Il y a c'est-à-dire la CCMH, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, la valeur normale, c'est entre 30 et 35. Puis on a la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine. Et donc je dis, c'est-à-dire c'est là où on va voir un peu combien d'hémoglobine, la concentration, la teneur qu'on a dans les... D'accord. J'ai vu qu'il n'y avait pas la première présentation, donc je m'étale un peu. Ah, d'accord. D'accord, c'est très bien. Donc après, il y a les constantes érythrocytaires qu'il faut regarder, donc on vient de les citer. Les anomalies des rouges, donc là, je dis pour le technicien, quand il prend un frottis d'un patient, il faut qu'il regarde correctement, et donc quand il voit des anomalies, il faut qu'il remet le frottis au biologiste. Et donc on a plein d'anomalies, donc je vais les passer vite, puisqu'on n'a pas le temps d'après les membres les modérateurs. Donc là, quand vous voyez ces anomalies, c'est-à-dire elliptocytes, quand vous avez des drépanocytes, c'est des hématies en faucille. Donc là, c'est des anomalies morphologiques qui orientent vers des pathologies. Ensuite, on a des anomalies de la taille des globules rouges, et là, vous les connaissez, soit on a une microcytose, c'est-à-dire des globules rouges de taille petite, soit on a une macrocytose, c'est des globules rouges de grande taille, soit on a un mélange des deux, et là, c'est l'anésocytose. Enfin, on a des hématies en cible, c'est-à-dire c'est une autre façon. Enfin, c'est-à-dire on a les anomalies aussi de coloration dans les globules rouges, soit ils sont hypochromes, c'est-à-dire les globules rouges paraissent pâles, soit une polychromasie, on a des globules rouges pâles et d'autres trop foncés, soit on peut avoir aussi des inclusions intra-érythrocytaires, et vous les connaissez, c'est le corps de Joly, les ponctuations basophiles. Là, c'est l'hypochromie, vous voyez que les globules rouges sont vides. Il y a ceux qui ressemblent même à des annulocytes, c'est-à-dire c'est comme une bague. Là, c'est la polychromasie des globules rouges plus foncés que d'autres. Là, c'est des hématies fantômes, c'est-à-dire vraiment c'est des hématies vides. Des inclusions, c'est des ponctuations basophiles. Donc là, c'était la ligne rouge. On passe à la ligne blanche, et ben il y a aussi plein d'informations, on peut passer la journée dessus, mais le temps, on est un peu pris par le temps. Donc, le tomate va vous donner la numération leucocytaire. Donc, cette numération leucocytaire, c'est la valeur usuelle des globules blancs, c'est entre 4000 et 10 000, ou 4 à 10 G par litre. Donc, en pathologie, c'est inférieur, c'est leucopénie, rho, c'est hyperleucocytose. La formule leucocytaire, c'est-à-dire puisque chaque élément a une fonction, les polynucléonotrophiles ont une fonction, les basophiles une autre, les eosinophiles une autre, et donc là, il faut avoir cette formule systématiquement, et elle est différente aussi en fonction de l'âge. Voilà les valeurs normales, ça c'est pas la peine de s'étaler, mais le frottis sanguin est très important aussi à regarder quand on fait un frottis. Donc si vous voyez ce type de cellules, c'est-à-dire comme là-haut, des lymphocytes de grande taille avec une basophilie un peu particulière, il faut passer la main au biologiste. Ça rappelle un peu le syndrome mononucléosique, c'est une réaction immunitaire normale contre une agression
bactérienne, virale ou parasitaire ou un cancer. Par contre, en bas, quand vous voyez des cellules qui se ressemblent et qui sont nombreuses, et là, ça rappelle un peu les blastes. Et donc là, il faut passer la main aussi au biologiste pour chercher de quel type de blast. Par exemple, ici, c'est des lymphoblastes. On peut avoir aussi sur le frottis une myélémie, c'est-à-dire passage des éléments précurseurs, myélocytes, métamyélocytes, promyélocytes dans le sang. Il faut le signaler aussi au biologiste. Enfin, on peut avoir des blastes, un envahissement par des blastes, des myéloblastes, c'est les leucémies aiguës, myéloblasties. Pour les plaquettes, la même chose. On aura un chiffre. Le chiffre normal, c'est entre 150 à 450 G par litre. Augmenté, c'est la thrombocytose. Bas, c'est la thrombopénie. Et donc, ce qui est important pour les plaquettes, et là, j'ai mis le chiffre, parfois, nous avons un chiffre trop bas de plaquettes. Et quand on fait le chiffre, soit on tombe sur un champ comme celui qui est à droite, il y a plein de plaquettes sur le frottis. Donc, c'est anormal. Pourquoi j'ai une thrombopénie alors que j'ai tant de plaquettes? Mais le deuxième artefact qui est très important, c'est la présence d'agrégats plaquettaires. Et donc là, c'est des plaquettes qui se passent en masse et ne sont pas bien comptabilisées. Donc c'est comme si on sortait de la porte, au lieu de sortir un par un pour avoir 200 personnes, on sort 5 et là, celui qui compte, il n'arrive plus à compter, il donnera un chiffre plus bas. C'est comme ça. Et donc, quand on a ces agrégats plaquettaires, il faut les signaler au clinicien. Sinon, il faut refaire sur un tube citraté et il y aura moins d'agrégats en général. Donc, là j'ai apporté, c'est bientôt fini, j'ai apporté, on a parlé de la phase préanalytique, il faut tout voir, il faut tout vérifier, et malgré ça, il y a des choses qui passent, et là j'ai apporté, c'est un article, piège d'interprétation de l'hémogramme automatisé sur analyseur XN6mex, et donc là, vous voyez, c'est-à-dire l'illustration de la variation de la concentration, la CCMH, c'est-à-dire en fonction du pourcentage de dilution. C'est-à-dire quand le sang est dilué, car parfois le patient il a été prélevé sur une veine de perfusion, quand il a été trop surchargé par la perfusion, on va avoir des problèmes. Et donc là, vous voyez que la CCMH baisse avec la dilution, l'hémoglobine baisse aussi, et même c'est-à-dire même si le patient a déjà une anémie, il aura une anémie encore plus profonde. Par contre, là, c'est une expérience qui a été faite par la surcharge en glucose, et là, vous voyez que le VGM augmente, c'est le cas des malades diabétiques, c'est-à-dire le glucose passe dans les cellules, ils deviennent plus grands. Et donc, vous aurez des VGM élevés, mais c'est une erreur. Donc, il faut faire attention à ces éléments. La deuxième, par exemple, dans la leucémie lymphoïde chronique, on aura des lymphocytes qui ont presque la même taille que les globules rouges. Et souvent, dans la LLC, on aura 90% de lymphocytes et parfois, ils sont pris à tort par les automates. Donc, ils sont nombreux, ils sont pris pour des globules rouges et on aura, c'est-à-dire c'est-à-dire on aura un problème de macrocytose. Le troisième artefact, c'est bientôt fini, c'est à droite là-bas, c'est l'illustration, c'est-à-dire on a un problème d'hémoglobine, c'est-à-dire c'est le schéma à droite, c'est-à-dire pour les gens qui passent sur des automates en manuel, c'est-à-dire les prélèvements sont sur la paillasse. Si on n'a pas la conscience d'homogénéiser 5 à 10 fois ou plus le sang sédimente, puisque l'automate il prend en bas. Donc, plus le tube est posé sur la paillasse, plus la durée est longue, vous aurez l'hémoglobine qui monte et les plaquettes qui baissent, puisque les globules rouges sont un point plus important. Elles sédimentent rapidement. Par contre, les plaquettes vont rester en haut et ne seront pas comptabilisées. Donc, faites attention pour les gens qui passent en manuel. Soit vous avez un agitateur, c'est-à-dire pas un agitateur, c'est-à-dire c'est un petit cercle qui fait tourner les tubes, soit vous remuez vous-même des retournements doux 5 à 10 fois. Et donc là, vous voyez un peu tous ces artefacts. Et là, une dernière plaque, et je m'arrête. Là, c'est très important pour les réticulocytes. Les réticulocytes, quand vous avez, comme l'image en haut, quand vous avez beaucoup de cordes jolies, c'est-à-dire en cas de dysplasie, parfois ils sont pris à tort par l'automate pour des rétiques.
Ça, c'est une catastrophe. La deuxième image, la B, c'est quand les patients sont nourris en parentéral, parfois on retrouve des particules alimentaires dans le sang et sont comptées comme réticulocytes. Faites attention. Et la dernière, ça concerne les parasitaux, c'est quand on a du paludisme. Parfois, l'automate va voir des choses à l'intérieur, il va les comptabiliser comme réticulocytes. Faites attention. Donc, c'est des artefacts très, 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 très importants auxquels il faut faire attention. Je passe puisqu'on est un peu pris par le temps. Donc, moralité, c'est quoi la moralité? C'est quoi la moralité? Moralité, c'est qu'en cas de difficulté de validation de l'hémogramme sur l'automate, il faut revenir sur le manuel. Et donc, un exemple qu'on dit, c'est pas parce que j'ai une voiture que je ne vais pas prendre soin de mes pieds. Donc, il faut garder ses pieds et avoir la voiture. Le jour où la voiture est en panne, je marche. C'est comme ça l'automate. Et là, j'ai eu des camarades qui m'ont remercié. C'est-à-dire, un jour, il m'a appelé, monsieur, je vous remercie car vous nous aviez appris le manuel. Aujourd'hui, j'avais tous les automates d'hémostase en panne et j'ai travaillé moi-même en manuel. Et j'ai sauvé mon laboratoire. Donc, c'est très important. En conclusion, je dis que l'hémogramme est l'examen le plus demandé en biologie. C'est-à-dire, il faut le connaître. C'est l'examen le plus demandé. C'est-à-dire, sur tous les examens de laboratoire, l'hémogramme, c'est le plus demandé. Donc, c'est le pain quotidien du biologiste. Et donc, il faut en prendre soin. L'importance de la validation technique et biologique, vraiment, je ne vais pas revenir dessus. Et bien sûr, l'intérêt de la confronter à la pathologie. Et donc, je te remercie et je vous remercie. Merci, c'est Mohamed. Merci, c'est Chakour. Donc, on va attendre s'il y a des... Là, d'abord, le public d'abord. أنتم يا واه. هذا بدأت تجروا لي الميكرو هذا زعما حدايا. Question? Oui, tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de votre exposé bien détaillé. Juste concernant le frottis sanguin. Donc, le frottis sanguin, normalement, un technicien de laboratoire, il est censé maîtriser le frottis sanguin. Oui, ça marche. C'est bon. Normalement, un technicien de laboratoire, il est censé bien maîtriser la réalisation d'un frottis sanguin parce que normalement, à titre d'exemple, chez nous au laboratoire de l'hôpital Hassan Ier de Tiznit, durant la validation technique, on a des indications. Par exemple, devant toute hyperlymphocytose supérieure à 5000, il est systématiquement d'effectuer un frottis sanguin pour également voir s'il s'agit d'une activation des lymphocytes ou bien ce sont des lymphocytes dans le cadre d'une leucémie lymphoblastique. Bien sûr, devant toute thrombopénie, surtout si elle est isolée, il faut systématiquement faire un frottis sanguin pour vérifier les agrégats plaquettaires. À l'école, on nous enseignait en ce qui concerne les blastes, les cellules immatures dans le cadre de la vérification d'une myélémie. Normalement, la moindre des choses, c'est que le technicien de laboratoire puisse reconnaître les cellules normales du sang et normales de la moelle. Dans ce cas, lorsqu'il fait un frottis, il examine sur le microscope, lorsqu'il voit une cellule qu'il ne classe pas parmi les cellules normales, par exemple un blast, par exemple des lymphocytes qui sont activés, bien sûr, il peut faire appel au biologiste ça va être une occasion pour un encadrement, bien sûr, dans le cadre de la formation continue, et puis c'est là où le biologiste va apporter son savoir dans le domaine de l'hématologie, surtout dans le domaine médical, pour qu'il puisse faire l'interprétation de ces cellules qui sont détectées au niveau des frottis. Donc, ce qu'on veut, c'est ces techniciens de laboratoire-là qui bien sûr, on veut pas un technicien de laboratoire qui fait juste tout ce qui est technique, mais il faut toujours garder ce backup théorique en ce qui concerne l'hématologie. Donc, je vous remercie. Oui, voilà, c'est-à-dire la réponse, je l'ai donnée tout à l'heure, mais c'était un peu rapide puisqu'on m'a incité à aller plus vite. Effectivement, c'est-à-dire c'est le technicien normalement qui doit lire les frottis normaux. C'est-à-dire les frottis ADN, il les passe.
C'est juste un rejet de numération, quelques alarmes bénignes, donc il les passe. Mais dès qu'il voit une anomalie, il faut qu'il appelle le biologiste. C'est-à-dire quand vous avez à classer une leucémie, à donner un diagnostic vraiment d'une anémie à donner, il vaut mieux qu'il appelle le biologiste. Mais s'il voit que tout est normal, donc il doit s'arrêter chez lui, donc il corrige. Mais les indications du frottis, je les ai signalées, c'est-à-dire soit vous avez des chiffres trop hauts, soit des chiffres trop bas, soit alarme. Et là, c'est-à-dire quand on a des automates, parfois on leur entre ces informations. On leur dit quand les chiffres pour cette population dépassent ce chiffre, il faut faire un frottis. Quand ils sont bas par rapport à ce chiffre, vous faites le frottis. Quand vous avez une alarme blast, vous faites le frottis. Donc, quand on n'a que les êtres humains, donc là, on leur dit, s'il vous plaît, quand vous voyez ça, il faut faire des frottis. Voilà, si tu as des choses. الحج الميكرو الحج Salam alaikum. Donc, merci beaucoup, cher professeur Si Mohamed Charkour. Donc, vous nous avez fait donc une présentation excellente où se forme donc on est dans une formation continue pour justement voir où ce qu'on est par rapport à l'hématologie et les examens d'hématologie. Et là, vous avez donc parlé beaucoup plus sur la validation. Merci beaucoup pour qu'on fasse maintenant le point sur la validation technique et la validation biologique pour les techniques au niveau de laboratoire. Et on sait très bien que parmi les objectifs d'un examen biologique, c'est la confirmation ou l'affirmation d'un diagnostic clinique. Ça veut dire donc c'est la biologie qui doit confirmer ou affirmer donc un diagnostic clinique. Malheureusement, donc pas mal d'hôpitaux, c'est le contraire. Donc c'est comme la clinique, il confirme son bilan ou là il ne le confirme pas. La biologie بحال انت درتي مزيان ولا ما درتيش مزيان ولينا فحال une évaluation ديال la biologie. Et là, il faut le voir, le point c'est très important. C'est pour cela que je parle toujours et je dis aux étudiants, il faut parler maintenant beaucoup plus et le faire avec les infirmiers et nos collègues infirmiers, prélèvement, pré-prélèvement, post-prélèvement, au niveau de la phase analytique. Parce que le prélèvement se fait soit au laboratoire, soit à l'extérieur du laboratoire, soit à l'extérieur de l'hôpital. Donc, il y a un grand problème au niveau le prélèvement avant qu'il arrive au laboratoire. Et parmi, je dis un exemple simple que j'ai vécu, au niveau d'un hôpital, j'ai trouvé un préleveur qui fait donc une jugulaire pour une numération formule. Et l'aiguille s'est déclenchée au niveau de la jugulaire du petit. Il a essayé de prendre le sang avec le flacon sur la peau. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites C'était une dame. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? À qui vous allez adresser le prélèvement? Il m'a dit au laboratoire. Je lui dis, je suis au laboratoire. Donc, le prélèvement, pourquoi vous le faites de cette façon? Quel qu'il est difficile à prélever, vous voyez que la veine, l'aiguille s'est décrochée de la veine. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis donc appeler le responsable et refaire le prélèvement après. Alors là, vous voyez, si par hasard je n'étais pas là dans une tournée pour voir les stagiaires et voir les collègues, je ne vais pas donc rencontrer le cas. Je l'ai vu avec mes propres yeux. C'est pour vous dire que les biologistes doivent faire un très grand effort de faire des réunions, ce sont des propositions, de faire des réunions avec les médecins-chefs, les services, les préleveurs, le technicien de laboratoire et le biologiste. Ce n'est qu'au moins les 4 personnes pour voir quels sont les problèmes rencontrés au niveau de la phase pour justement assurer au moins le prélèvement. Si on assure le prélèvement, soyez sûr que tout ce qui se passe au niveau de laboratoire, il est actuellement contrôlé par l'automatisation. Donc ça veut dire l'erreur, elle est plus réduite. On parle des valeurs normales et j'ai posé la question dans un congrès au niveau de la fac de médecine de Rabat. Est-ce que nous avons des valeurs normales au niveau national? Ou des valeurs normales d'autres pays. Je ne dis pas les pathologiques, il n'est pas pathologique. Ce n'est qu'au niveau de l'hémoglobine. Maintenant, au niveau de l'Ifran, il a donné la numération, qu'elle a un taux
de saturation d'hémoglobine, il est élevé. واش نقولوا anormal ou la normal. Donc كتبقى la validation biologique فيها un problème. Donc aussi je termine par dire donc je vais directement vers la moralité et ça sur le plan manuel, nous avons vécu dans les années même 80, 90 avec les biologistes qu'on fait aussi des corrélations et au niveau de la biochimie, au niveau de l'hématologie. Si on tombe sur un frottis hypochromique, on va donc aller voir est-ce que le médecin n'a pas demandé le faire ou la capacité de faire pour voir est-ce que vraiment nous avons un travail adéquat parce que l'objectif c'est quoi? C'est le malade, c'est le patient, que ça soit pour le médecin que pour le biologiste. Donc ça veut dire les choses, il faut qu'on les mette devant nous pour travailler main à main et tout le monde est responsable pour servir la population. Je vous remercie infiniment. C'est super, merci Amr Rajou. Une petite parenthèse. Donc là, ça montre l'expérience. Car la jeunesse, c'est la force. Quand on prend l'âge, ça arrive la sagesse. Donc, vous avez soulevé deux grands points importants. Le premier, c'est-à-dire au Maroc, on n'est pas encore bien reconnu par les cliniciens. Et là, dans les thèses, quand quelqu'un me dit bilan paraclinique, je le gifle. C'est plus paraclinique. Là, oui. Là, croyez-moi, dans les années 80, 90, c'est-à-dire le siècle dernier, on était paraclinique. Effectivement, il n'y avait que la clinique. Quand on nous demande un bilan, on n'avait rien du tout pour les bilans. Et donc, on pouvait être passé pour parapharmacie, paraclinique, je ne sais pas, on peut nous mettre ce qu'on veut. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un diagnostic qui se pose en biologie? L'anémie, est-ce que je peux dire, il a 5 d'hémoglobine, vous avez 14, vous avez 16? C'est impossible. Est-ce que je peux savoir votre glycémie maintenant en temps réel? Jamais. Donc, une leucémie, est-ce qu'on peut donner une chimio sans avoir le chiffre de blast et quel type de leucémie? Impossible. L'anapathe, est-ce qu'on peut connaître le type de cancer sans anapathe? Impossible. Donc, on est passé à l'étape haute et c'est les cliniciens qui doivent nous suivre maintenant. On n'est plus les paracliniques, c'est nous la biologie. Mais là, j'ouvre une autre petite parenthèse, il faut mettre en valeur notre biologie par la qualité, par la présence, par la qualité, par la présence, par se défendre. Allez lui dire non, c'est mon diagnostic, c'est moi qui ai donné le diagnostic, c'est pas vous. Car vis-à-vis du malade, c'est vrai, c'est le clinicien qui va donner mais il doit savoir que le résultat émane de la biologie. Et donc, il faut mettre en valeur notre métier. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, pour les valeurs normales, je vous raconte, puisque je m'occupe beaucoup d'hémostase aussi, déjà quand je demande au biologiste comment vous faites votre témoin, il me dit, je prends un malade normal de la Syrie. Mais il n'y a pas de malade normal témoin. Normalement, je prends 30 personnes, je vais chez le Sadaït Amr, il y a des donneurs normaux, aptes, et je prends 30 donneurs et je leur fais le témoin du TCA, le témoin du temps de quick, le témoin. C'est pas un seul malade, c'est pas un seul, même un patient, même quelqu'un de normal, car un témoin ne doit pas être malade. Donc c'est une population. Pour les valeurs normales, c'est la même chose. Vous savez, pour établir des valeurs normales, il faut faire sur des séries de 10 000. Et là, on trace des courbes de Gauss et on va établir que chez notre population, les gens qui sont pathologiques, ils ont ces valeurs. Les gens qui ne sont pas pathologiques, ils ont ces valeurs. Mais c'est des études qui doivent être faites à l'échelle nationale avec des budgets. Donc ça va venir un jour, Inch'Allah. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une autre question? La dernière, je pense. Il y a quelqu'un ici? C'est bon. Ah, oui. Donc, je me présente, Madame Ilham, responsable hématologie laboratoire international Seder Qasim. Une question concernant le frottis sanguin. S'il vous plaît, combien on peut prendre de temps pour la lecture du frottis sanguin? Alors là, c'est une question vraiment judicieuse. C'est à lui de te répondre. Vous savez, écoutez, un frottis sanguin, on peut le lire en 10 minutes.
Quand j'ai un frottis tout à fait normal, avec des cellules normales, je fais ma numération, ma formule, tout est normal, 5, 10, 15 minutes. Mais parfois, pour des leucémies, on prend des jours. On colore, on recolore, on relit, on revoit, on demande d'autres prélèvements. C'est-à-dire, le temps, c'est le temps d'avoir un diagnostic, d'être convaincu que j'ai fait mon boulot. Il n'y a pas de temps. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, il n'y a s'il n'y a pas pas de de temps. questions, je passe la parole à Bakrim. Il a quelque chose à كنت باقي ajouter. وحده هنا Ensuite, شي وحده انا يلا العسكري ديالنا يلا. خدام. Merci beaucoup, cher professeur, pour votre présentation qui a été très riche et synthétique. Moi, je reviens sur une diapo sur laquelle vous avez dessiné une longue accolade qui trace les étapes qui sont sous la responsabilité du technicien, la vérification de la phase pré-analytique et la vérification statistique de la phase analytique. C'est vrai que la validation biologique est le dernier filtre des erreurs qui est sur la responsabilité des médecins biologistes et durant laquelle le biologiste peut revoir tout le travail avec le technicien. Mais malheureusement, il y a un bon nombre de laboratoires qui n'ont pas de médecins biologistes. Moi, je travaille dans un hôpital de proximité. On n'a pas un biologiste et je connais beaucoup de monde qui sont dans ma situation. Mais ça ne désengage pas de rendre un résultat au malade, un bon résultat pour le malade qui attend de nous de lui rendre un résultat pour l'aider à surmonter sa maladie. Donc, maintes fois, on est obligé de se déplacer chez les médecins pour rechercher l'état clinique des malades, l'antériorité des malades, et de faire des frottis pour chercher des éléments clés pour orienter vers un tel ou tel diagnostic. Et je rejoins ce qu'a dit mon confrère, Monsieur Taqi Younes et Madame Fatima, que le technicien doit être très compétent. Surtout, on est passé de l'ancien test de l'hémogramme avec l'Arazaris, le Gouer, le Plaxon, les pipettes Potin, le Sahli et tout ça. On est gâté maintenant, on a des automates qui sont très intelligents, comme vous avez dit. Donc, ils nous laissent le temps de voir des lames, d'orienter le diagnostic. Et sur le terrain, on a pu maintes fois orienter le médecin vers des LLC après avoir une hyperlymphocytose avec des ombres de Gamprecht, des fausses thrombopénies avec des phénomènes de satulitisme, des anémies par carence en GC-PDH et tout ça. Merci beaucoup. Donc, Oui. avant de répondre, professeur Charcoal, Oui. parce que mon intervention normalement rejoint les interventions évoquées par mes chers collègues, vous avez évoqué normalement que toute la chaîne, depuis le pré-analytique, analytique, post-analytique, elle est régie par une loi et que le biologiste, normalement, c'est lui qui doit valider presque toutes les étapes. Alors, mon réflexe, c'est que quel conseil pourriez-vous suggérer à des techniciens de laboratoire qui travaillent dans une structure de santé réglementée, par exemple un CHR ou bien un CHP et qui n'ont pas de biologiste? Comment ils peuvent valider techniquement et comment ils peuvent valider biologiquement, sortir le résultat, se connecter avec donc le clinicien, faire un frottis, détecter des fois des leucémies, détecter des fois des pathologies et évoquer ça donc à des cliniciens. Alors, quel conseil, d'après votre expérience, pourriez-vous suggérer à ces techniciens de labo? Et merci. C'est une question vraiment très importante et il faut être intelligent pour la réponse. Et là, je vous raconte une autre petite histoire. En 1989, j'étais à Omdrega, à la ceinture, مع الصحراء. كانوا باقيين les attaques. J'étais médecin généraliste, jeune médecin généraliste comme la majorité des résidents ici, et j'avais des blessés énormes, des sautés sur mine, en tant que médecin généraliste. Donc, je faisais de mon mieux, j'arrêtais les hémorragies, je mettais des pansements, je faisais les soins, j'injectais des antibiotiques et j'évacue vers la chirurgie. Il y a des hôpitaux de chirurgie derrière, donc mon travail c'était mettre des soins, faire un triage correct et évacuer vers le derrière. Il y a ce qu'on appelle au Maroc, c'est-à-dire quand on est dans un pays en voie de développement, on est mieux formé que par rapport aux gens. C'est-à-dire on a été en France,
C'est-à-dire, les médecins, pratiquement, ils ne connaissent plus rien. C'est-à-dire, dès qu'il a un malade, il va sortir toute la panoplie de radio et d'examens paracliniques ou d'examens biologiques, et donc il attend le résultat. Alors que chez nous, on résout 90% des pathologies grâce à nos connaissances. Puisqu'on n'a pas les moyens, on fait travailler notre cerveau. Je reviens à votre question. En tant que technicien, il ne faut pas valider biologiquement. C'est-à-dire, vous faites votre travail. Si vous allez vers l'excès, tant que vous le faites bien, ça va. Mais si vous le faites mal, on va vous poursuivre. Oui, s'il te plaît. Oui. Et donc là, qu'est-ce que vous faites en tant que technicien? Vous validez techniquement. C'est-à-dire, vous allez vous dire, j'ai ça. Mais après, vous rendez, j'ai vu des cellules anormales, j'ai vu des anomalies, et le clinicien va envoyer le patient vers une structure adéquate. Mais ne donnez jamais un diagnostic, car mais c'est pas une question. C'est-à-dire, moi, je suis un médecin. Est-ce que je vais faire le travail du policier dehors? Même si je vois quelqu'un avec un couteau et un sabre, c'est pas ma fonction. Je peux aider, mais dans mes limites de mes fonctions. N'allez jamais vers l'excès par excès de zèle. C'est-à-dire, parfois, dans les poursuites judiciaires, on peut avoir des problèmes. Alors, Merci. la solution. Actuellement, alhamdoulilah, avec la Covid, là, il y a du distanciel. On est devenu plus distanciel. Donc, il faut profiter des moments de crise. À l'hôpital militaire, on a monté la cellule télémédecine. Donc, maintenant, l'infirmier, il a Warzazat ou le médecin, avec le spécialiste Farbat ou la Casa, il dirige la consultation, l'examen clinique, l'échographie, tout ça. Avant, c'était la téléchirurgie. Les gens, ils opéraient de Hong Kong. Donc, le monde, il est devenu tout petit. À WhatsApp, je peux valider Abd Samad, Habibna, rien qu'avec l'Internet, avec le Wi-Fi, avec les applications qu'on a. On a le high-tech pour tout faire. On peut même valider c'est-à-dire, Abd Samad غيدخل الصباح, on te branche معاه, tu as validé les contrôles, les courbes, etc. C'est bon, allez, tu commences la première série. من هنا الساعه نتلاقاو سي بون لي كورب هما دوك تي لونس تا سيري تاك تاك اكسيتيرا دونك il suffit que البيولوجيست ديال الاخر يبقى دونك المينيستير اللي خصها دير هادشي واحد لابليكاسيون اي اون بو فاليدي ا تور دو رول اليوم سي البيولوجيست ديال مراكش اللي غيفاليدي لازيلال اكسيتيرا دونك سي كيسيون دورغانيزاسيون او تو العالم ولا صغير بعض المرات في الويبينار راك شتو كتهضر مع السيد en Afrique du Sud, et vous vous arrangez, qui douze le webinaire extraordinaire. Maintenant, question de formation. Bientôt, le prochain, le YouTube, هو الفورماتور. ما عندك ما دير. أنا دابا كنجبد اليوتيوب جيتو ديروا أي حاجة دابا. Westerngrad valide vidéo et vous aurez des vidéos, des référents. Je reviens au point de l'Ostad. Un bon technicien, c'est qu'il exécute les choses dans les normes. كاين واحد لو كادر جوريديك ريغلومونتير اورغانيزاسيونيل كي في كوا دونك مزيان الانسان يكون مجهد يبان تنعرف لي سيلو هذا مي فو ديسكوتي افيك اي بيولوجيست فرنسا كيديروا واحد المساله اللي خصنا نديروها الحاج ان شاء الله هما ماتر دي ريفيرون بحال دابا انت تبارك الله الا شفتك معايا واعر في لي موستاز تطلع طلع تكنيسيان سوبيريور ناسيونال ريفيرون وراه قلت سي الحاج. Les congrès, c'est bien, mais après les recommandations, les contrôles, demander l'état chez le texte de loi, faites côté technique, évoluer des gens de référence, des techniciens de pointe. Chez Hadloud, l'hémophilie est taïra. Le Hajj, tabark Allah, il était référent en cytologie, c'est ce qu'on veut. La polyvalence, diana, mais quand on est dans un hôpital ou là dans un centre كبير, il vaut mieux se spécialiser في un truc. هاد السيد هذا راه السيتولوجي ديال الليمفويد راه ما كاينش بحالو. C'est bien, mais il faut une attestation de reconnaissance validée, comme on dit. Il y a la validation technique et la validation administrative. Donc si le Hajj il a quelque chose à dire. Bon, merci professeur Chakour pour votre bon, d'accord. Bon, moi, je veux ajouter quelques mots sur cytologie parce que moi, j'étais cytologiste. Alors,
pour M. Chakor, ce que je veux, pour moi, que le technicien, c'est le pilier de la biologie, comme vous avez dit à la première mot, et que le technicien fait 70% du travail, y compris le frottis. Mais le frottis, c'est quoi le frottis? Normalement, on a oublié une chose, le perfectionnement de frottis. S'il n'y avait pas un bon frottis, donc tu ne peux pas lire. C'est ça le problème. C'est-à-dire un bon frottis sanguin en flamme de bougie, bien séché, bien, après une bonne coloration, pour avoir les cils que vous voulez. Mais s'il y a un mauvais frottis, bien sûr, tu ne vas pas avoir la lecture comme il faut. La question que vous avez posée, combien je peux lire une lame le temps, je peux la lire en 5 minutes, comme je peux la lire en 10 minutes. Ça dépend de ce que je trouve, ce que je vois sur le frottis. Pour le stade, bon, pour moi, c'est un cours de l'hémato qui a fait plus que validation, parce qu'elle a entamé la cytologie, l'hématopoïèse et tout ça. Donc, c'est bon. Mais moi, ce que je veux, que les techniciens, ils s'imposent, je le dis toujours, il faut valoriser votre métier. Il faut être curieux, demander. Qu'est-ce que le biologiste, il a chef intéressant, il يعطيك des formations, il يعلمك حوايج اخرين. Non, le cas ديالي انا كيما قال parce que moi j'étais en hématon à Casa. Le premier jour que j'ai mis le pied à Casa, j'ai demandé au professeur Shamsi Allah yarhamha, comme quoi je veux faire la cytologie. J'ai fait 2 ans, amen. Voilà, comme formation, c'est-à-dire l'hémato théorique. Et je veux une chose, que les prélèvements sont interdits, mais moi je fais le prélèvement de ponction sternale, qui est un acte médical. Mais je l'ai fait sous l'autorité des médecins avec une attestation comme quoi je peux, jusqu'à maintenant, je peux faire l'acte médical, c'est-à-dire la ponction sternale, pour faire la lecture d'un mélogramme. Donc, ce que je veux vous dire, que les biologistes doivent faire des formations aux leurs techniciens, avec des fournisseurs d'hématologie. On a plein de fournisseurs qui sont... Et pour l'escatogramme que vous avez dit tout à l'heure, c'est le fournisseur qui doit avoir un conseiller scientifique pour vous expliquer le moment, l'escatogramme, tu peux faire la formule sans faire la lame. Comment? Parce que tu vois la répartition bien répartie, il y a le neutron, l'info. Bon, on a un nuage grisâtre, par exemple, au milieu, c'est des places, donc tu fais court à la lame, comme l'a dit l'info atypique. C'est pas question de frottis. Le frottis, c'est le début. Donc, c'est ça que je veux vous dire. La dernière, il faut aimer votre métier. Si tu aimes le métier, tu donnes. Sinon, c'est pas la peine il faut aimer le métier. Je dis, je le répète. Voilà. Merci. Donc, j'appuie sur le point de la formation des techniciens de laboratoire et je profite de cette occasion pour saluer mon cher maître, professeur Khanchef Mohamed. Donc, c'était mon maître. Donc, la formation donc, des techniciens de laboratoire, c'est une formation qui est très solide et voilà, merci. Donc, alors, faites voter quelqu'un qui va prendre la direction de la formation. Million. Je suis volontaire pour faire des cycles de formation, la plaquette, la biochimie, la biologie, etc. C'est bon. Le frottis, ça y est, vous êtes satisfaite? Donc, il n'y a pas de temps pour le frottis. Il n'y a pas de temps. لا بغيت نخرج مع 12 دونك جلس قرينا دي فرسي مع 12 الليل. الاستاذ باش ما ننساش, vous pouvez valider cet examen réglementaire quand vous êtes de garde, jour férié, week-end. Mais vous devez appeler le biologiste باش valider. Donc vous validez juste l'urgence, il y a une anémie à transfuser parce qu'il faut téléphoner, mais le biologiste il doit être là. Pas lu, tout ça.